Bonjour à tous, chers maîtres, chers confrères. Donc, je remercie tout d'abord le bureau de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique de m'avoir invité à participer à ce 33e congrès. Et on m'a donné la tâche de vous parler de la cure d'Ismocel par voie hystéroscopique. Et ce travail a été fait en collaboration avec Dr Marni. Donc, l'Ismocel, nommé aussi en passe, si vous plaît. Je passe moi? D'accord. Donc, l'Ismocel, appelé aussi Caesarean scar defect, Caesarean scar niche, Caesarean scar diverticulum, and Caesarean scar pouch, it's defined as a wedge shape. Donc, c'est un petit coin, c'est une petite niche, c'est un défect en regard de la cicatrice de la césarienne, avec une profondeur de supérieure ou égale à 2 mm. Je vous rappelle que ce cutoff-là a été travaillé par une équipe, c'est l'équipe Delphi qui a fait publier un article par l'équipe de Jordan dans The Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. La présentation clinique, les Ismocel ne sont pas toujours symptomatiques. Ils sont symptomatiques dans 30 à 50% des cas. Et les principaux symptômes sont abnormal uterine bleeding, the pain, obstetrical complication, comme vous connaissez l'écossesse sur cicatrice et le placenta accreta, et l'infertilité secondaire qui est due à la persistance de ce saignement qui est à l'origine d'une inflammation chronique qui va affecter notre mucus, le transport des spermatozoïdes, aussi l'implantation embryonnaire. Pour les examens paracliniques, c'est essentiellement l'échographie. À ma droite, une image échographique endovaginale. Donc, le diagnostic d'Ismocel se fait dans 24 à 70% des cas par échographie et dans 56% à 84% par hystérosonographie. L'IRM, oui, mais elle a peu de place vu les performances en échographie. L'approche thérapeutique ne se conçoit que si les Ismocel sont symptomatiques. Il faut toujours le rappeler, pas de chirurgie pour une Ismocel qui est asymptomatique. L'approche thérapeutique, elle est soit par voie hystéroscopique, par voie laparoscopique, comme ça a été présenté avec Dr Braham, ou bien la voie vaginale. Je vais vous parler de hysteroscope ismoplastie. Et donc, la patiente doit être symptomatique et une chose fondamentale, je vais vous parler du LMT, donc the residual myometrial thickness. Et ce residual myometrial thickness doit être supérieur ou égal à 3 mm pour pouvoir indiquer une voie hystéroscopique pour la cure de l'Ismocel, afin, bien sûr, d'éviter les complications, essentiellement la perforation et les brûlures thermiques. Donc, the steps of the procedure. Donc, initialement, on va identifier notre anatomie. Et vous voyez là, donc, il y a le bord caudal. Je ne sais pas, est-ce que ça marche? Voilà. Donc, il y a le bord caudal de l'Ismocel. Bon, je ne me situe pas bien. Donc, l'Ismocel proprement dit qui est la niche et le bord céphalique. On va réséquer tout d'abord le bord caudal, puis on va réséquer le bord céphalique et puis on va traiter notre niche par la électrocoagulation. Donc, notre cas clinique, c'est une patiente âgée de 37 ans, G2P2, 2 enfants, 2 garçons nés par césarienne. Elle consulte pour saignements utérins anormaux de 3 à 4 jours depuis la dernière césarienne. L'examen clinique était sans anomalie et l'échographie endovaginale, donc comme vous la voyez ici, donc elle montre une Ismocel mesurant 6,5 mm de diamètre et un LMT de 5 mm. Donc, devant une patiente symptomatique, désireuse de grossesse et une Ismocel dans le RMT et de 5 mm, on a indiqué la voie hystéroscopique. Donc, on va commencer notre vidéo. Donc, étape 1, identification de l'anatomie. Donc, on va identifier notre anatomie. Donc, on va entrer en hystéroscope diagnostique. On va parcourir le défilé cervico-ismique. On va aller vers la cavité utérine, voir les 2 ostia.
Et vous voyez là que la muqueuse utérine, elle est congestive. Et là, c'est en faveur d'une endométrite chronique qui est très souvent donc, associée à l'ismocèle. Et là, on va reculer tout doucement. J'aperçois mon ismocèle, la niche, ce tissu fibreux là qui déborde. Et hop, voilà notre bord caudal, l'ismocèle, le bord céphalique et tout au fond notre cavité utérine. Voilà l'ismocèle. Vous la reconnaissez avec cette vascularisation anarchique superficielle. Tous ces vaisseaux-là donc, vont être traités ultérieurement. L'étape 2, c'est de réséquer notre bord caudal. Et là, le principe, c'est de rabattre ce bord caudal. En fait, le but de l'hystéroscopie, c'est d'avoir un angle obtus qui ne va plus permettre l'accumulation du sang. Donc, on va essayer d'enlever tout ce tissu fibreux-là qui est en regard du bord caudal. On va passer sur la face antérieure et sur les faces latéraux. Et vous voyez que ce tissu fibreux, il n'est pas très saignant. Donc, il est enlevé au résectoscope, au courant bipolaire. Donc, tout doucement, sur le bord antérieur. Et là, cet angle-là, il va être rabattu au fur et à mesure pour aplatir le plus possible cette niche-là. D'autres équipes ont une autre technique. Par exemple, l'équipe de Gubuni en Italie, elle a publié récemment, en 2023, un papier. Et ils ne font pas que rabattre le bord caudal, ils font tout autour un angle de 360 degrés. Ils vont au-delà du tissu fibreux, même en tissu sain, pour donc, traiter toutes les cellules inflammatoires, tout l'endomètre inflammatoire, et ceci pour favoriser la réépithélisation. Donc, vous pouvez revenir sur la vidéo, s'il vous plaît. Donc, on est dans l'étape 1, oui. Donc, on va continuer de rabattre notre caudal. C'est pas très saignant. Il faut toujours le faire au courant bipolaire, donc pour éviter les synéchies. Donc, je vais vous parler après des synéchies. Voilà. L'étape 3, c'est de rabattre, de réséquer ce bord céphalique. Et là, ce n'est pas une étape obligatoire. Certaines équipes ne font pas la résection du port céphalique, donc du port supérieur, surtout dans les utérus rétroversés. Parfois, on a du mal à rentrer et à sortir dans l'isthme utérin. Donc, vous voyez que ce bord-là, supérieur, il est plus saignant. Le tissu fibreux, il est moins charnu, mais au fur et à mesure qu'on a enlevé tout ce tissu fibreux, vous allez voir apparaître la cavité utérine tout au fond. Et ça va permettre d'avoir un angle obtus et donc il n'y aura plus d'accumulation de sang dans cette niche-là. Donc toujours au résectoscope, au courant bipolaire, donc des mouvements fins et doux tout autour du bord, sur la face antérieure et sur les bords latéraux. Finalement, on va finir par l'ablation de l'ismocèle. Donc on va traiter cette niche-là. Certains auteurs ne traitent que la niche, mais bon, ce n'est pas recommandé par la SAREM et les sociétés savantes. Donc là, maintenant, on va changer d'instrument, on va utiliser la rollerboard. Dr Fernandez, il utilise la barre. Donc on va électrocoaguler en courant, donc bipolaire et mode section. J'insiste, c'est le mode section et non pas le mode de coagulation pour éviter les synéchies. Et on va coaguler tous ces vaisseaux-là qui sont sur l'ismocèle. Donc les mouvements sont doux, sans fin, afin bien sûr d'éviter la perforation et surtout les brûlures thermiques avec le rollerboard. Et là, on va commencer à voir, donc dès le défilé, on voit notre cavité utérine. La voilà. Donc, review of the steps. We identify the anatomy, resect the caudal edge, resect the cephalic edge, and on va traiter l'ismocèle.
Je vous ai mis la plaque de la SAREM. Donc la SAREM, il recommande de faire la résection du beurre céphalique avant le beurre caudal. C'est un chirurgien indépendant, c'est comme vous le voyez. Si vous voyez que vous pouvez aller vers le beurre caudal vers l'avant, puis le beurre céphalique, c'est expérience dépendante. Donc, je vous ai parlé de l'équipe de Gubini. C'est une équipe italienne qui a parlé beaucoup de la cure hystéroscopique d'Ismocel. Ils ont sorti plusieurs papiers. Et le dernier, là, c'est un vidéo-article. Et il vous parle de cette résection du beurre en 360 degrés pour favoriser la répitilisation du tissu endométrial. Donc, vous allez me dire, after surgery, what you will do? Donc est-ce que vous devez mettre la patiente sous antibiotiques? Dans notre pratique, nous, on recommande de faire un prélèvement vaginal systématiquement pour toute patiente qui va faire une hystéroscopie opératoire, et on la met seulement antibioprophylaxie 24 heures. Concernant les synéchies utérines, c'est un sujet qui a été débattu longuement dans la littérature et tout le monde est d'accord que c'est l'hystéroscopie de contrôle 3 à 4 semaines après l'hystéroscopie opératoire. Certains mettent leurs patientes sous cycle artificiel. J'ai parlé avec Dr Fernandez aujourd'hui, ce matin, et il m'a dit c'est l'hystéroscopie de contrôle qui va vous permettre d'enlever toutes ces synéchies lâches à la pointe de l'hystéroscope. Donc, les résultats de l'hystéroscopie concernant l'Ismocel, vous voyez ce papier publié en 2018, une réduction nette de la symptomatologie, c'est aux alentours de 80% des cas, une réduction des douleurs pelviennes. Un papier, c'est une revue, vous voyez méta-analyse de 27 articles qui ont parlé de l'hystéroscopie pour l'Ismocel, et vous voyez une diminution de la symptomatologie dans 60 à 100% des cas. Et pour la fertilité, je sais que c'est un sujet très débattu pour la cure d'Ismocel, des patientes vont concevoir dans 25 à 100% des cas. Vous allez me dire que ces résultats sont très hétérogènes, oui, parce que les articles, la méthodologie, elle est très différente. Cela nous incite à faire plus de publications d'articles concernant ce sujet-là. Finalement, la dernière méta-analyse, c'est une méta-analyse SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities and Threatness for the Diagnostic and Management of Ismocel. Elle est apparue dans l'Ultrasound Obstetric Gynecology. Et ils ont conclu pour le traitement hystéroscopique, c'est une résection, ce n'est pas une réparation. Elle est dénouée de complications, c'est une chirurgie safe. Certains parlent même d'une augmentation de ce RMT, mais c'est contradictoire, seulement 3 études, et finalement une amélioration de la fertilité, un taux de grossesse qui varie de 6 à 100%, et finalement, même des chirurgiens et des auteurs recommandent une deuxième hystéroscopie pour cure d'Ismocel si persistance de saignement. Et cette deuxième hystéroscopie, elle est dénouée de complications, donc on peut tenter une deuxième hystéroscopie. Pour le pronostic obstétrical, il ne faut jamais indiquer du cure d'Ismocel pour prévenir les complications. On a vu des grossesses sans complications par cure d'Ismocel. Et finalement, la question que je ne peux pas répondre à cette question, quand est-ce qu'il faut autoriser cette patiente à concevoir? Est-ce qu'il y aura des complications? Et le mode d'accouchement? C'est des sujets dont il faut débattre, il faut publier plus d'articles. Et je vais finir par ma communication par cet algorithme-là, qui a été publié par Donorez en 2020 et qui donne une stratégie thérapeutique pour la cure des Ismocel. Je vais juste vous résumer. Pour les Ismocel symptomatiques, chez les patientes désireuses de grossesse, ça va dépendre de l'RMT. Si votre RMT est supérieur à 3 mm, vous pouvez indiquer la voie hystéroscopique. Si votre RMT est inférieur à 3, là, c'est la voie vaginale et la voie hystéroscopique. Pour les patientes qui ne sont pas désireuses de grossesse premièrement, mais qui sont symptomatiques, on peut proposer le traitement médical
le DU aux progestatifs, des progestatifs. Et si persistance des symptômes, donc c'est selon les RMT. Et bien sûr, pour finir et pour conclure, je vous dis que la cure d'Ismostel par hystéroscopie, pensez à cette hystéroscopie si votre RMT est supérieur à 3 mm. Et je vous propose comme meilleur traitement pour la cure d'Ismostel, c'est bien sûr la prévention des césariennes et bien indiquer l'indication de la première césarienne. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. Une seule question, s'il y a une dans la salle, parce que... Alors, Chris. C'est excellent ce que vous avez présenté, mais juste un petit... concernant la technique, oui. Il faut faire une rotation de 180 degrés de lance. Oui. Ça, sinon on ne peut pas la faire, la oui, queue. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a une place à l'hystérectomie en cas d'Ismostel, quel que soit le residual myometrial diameter, c'est la même chose? Je pense pour les patientes qui sont symptomatiques, et si c'est des symptômes rebelles et la patiente n'est pas désireuse de grossesse, après avoir faire bien sûr une hystéroscopie parce que la patiente va saigner, est-ce qu'un saignement, si la patiente elle est âgée de 40 ans, 42 ans, c'est un saignement qui est rebelle au traitement et que la patiente n'est pas désireuse de grossesse, donc on fait notre hystéroscopie en innonçant toujours l'endomètre, et puis si vraiment c'est des saignements qui sont donc responsables d'anémie, etc. Donc on peut indiquer l'hystérectomie si la patiente n'est pas désireuse de grossesse. Merci beaucoup. Donc pas de questions de la salle. On passe à la communication suivante. Merci beaucoup.